Chères auditrices, chers auditeurs, depuis le début de notre aventure ensemble à travers ce podcast, nous avons partagé de nombreux moments enrichissants. Votre soutien, votre engagement et vos retours sont un véritable moteur dans cette incroyable aventure. Alors que je lance cette série sur le sujet de l'argent, je me tourne vers vous pour vous parler d'une manière concrète de soutenir le podcast. Comme vous le savez, produire du contenu de qualité demande non seulement du temps et de la passion, mais également des ressources financières. Et c'est ici que votre contribution peut faire une différence significative. Vous aimez écouter le podcast, vous y trouvez de l'aide et des informations intéressantes sur votre exercice. À son tour, le podcast a besoin de votre aide pour continuer. Votre soutien est le meilleur remerciement que vous puissiez m'offrir pour le travail accompli. En soutenant Entretien avec un dentiste sur Tipeee, vous me permettez directement de maintenir l'indépendance financière du podcast et de garder sa liberté de ton. En retour, je vous propose de me rejoindre dans l'aventure et d'entrer dans la communauté d'Entretien avec un dentiste sur Discord. C'est une plateforme de communication qui permet de créer des espaces de discussion organisés en salon où notre communauté pourra se retrouver pour échanger de manière plus privée et directe. En rejoignant le groupe Discord, vous aurez accès à un forum privé où vous pourrez interagir avec d'autres auditeurs, auditrices, participer à des discussions thématiques, proposer des idées pour de futurs épisodes et même envisager des rencontres ou l'organisation d'événements spéciaux. Pour participer, il vous suffit de vous rendre dans le descriptif de l'épisode et de cliquer sur le lien vers la cagnotte participative Tipeee. Vous pouvez m'aider ponctuellement, mais aussi mensuellement, ce qui m'aidera grandement à envisager l'avenir avec plus de sérénité. Mon voyage à travers l'argent en dentisterie, une série où nous allons plonger dans les eaux profondes et souvent troubles de l'argent. Je suis Florence Etcheverry, dentiste et productrice de ce podcast. Je vous invite à explorer avec moi un sujet bien plus complexe et entrelacé que je ne l'aurais jamais imaginé. Quand j'ai commencé à me pencher sur la relation entre l'argent et la dentisterie, j'avais imaginé un chemin clair tracé devant moi. Mais au fur et à mesure que j'avançais, j'ai découvert des intersections et des détours imprévus qui méritaient d'être explorés, reliant des domaines aussi divers que la sociologie, la psychologie, l'économie, l'éthique. Ce voyage que j'ai entamé à travers des livres, des articles et des conversations m'a conduit bien au-delà des questions de finances et de frais de cabinet. Il m'a amené à confronter mes propres valeurs, à questionner mon rapport à l'argent et la manière dont il façonne, silencieusement mais avec force, la pratique de mon art. J'ai été poussée à me questionner sur ce que signifie réellement soigner et sur les dilemmes éthiques que nous, en tant que dentistes, rencontrons chaque jour. Dans cette série, je ne vous offre pas seulement des faits ou des statistiques. Je partage avec vous un périple personnel à travers mes questionnements, mes choix, parfois mes doutes, et mes rencontres faites au cours du chemin. Au fil de cette série, nous découvrirons ensemble des histoires, des perspectives et des insights qui pourraient bien changer notre manière de voir notre profession et peut-être même notre vie quotidienne. Le nombre précis d'épisodes reste à définir. Chacun est une pièce d'un puzzle représentant une étape de mon cheminement et sera crucial dans notre exploration commune. Je vous invite donc à ce dialogue ouvert, non pas pour trouver des réponses absolues, mais pour mieux comprendre les questions elles-mêmes. Car en fin de compte, ce sont nos questions qui nous guident vers une pratique plus consciente et plus réfléchie. Prenons une grande inspiration et plongeons ensemble dans l'univers complexe et fascinant de la dentisterie à travers le prisme de l'argent. C'est un voyage que nous allons faire ensemble et je suis ravie que vous soyez ici pour partager cette aventure. Épisode 1, le commencement. Dans ce tout premier épisode de notre série, Mon voyage à travers l'argent en dentisterie, je vous ouvre la porte de mon histoire et de mes réflexions sur un sujet qui s'avère bien plus intriqué qu'il n'y paraît, l'argent. Comme certains d'entre vous peut-être, je n'ai pas choisi de devenir dentiste, c'est le classement qui m'y a destiné. À l'origine, j'étais attirée par la médecine, par son prestige, son impact social et la sécurité qu'elle offrait, mais aussi par la stabilité financière et le respect qu'elle conférait. Malheureusement, ma première tentative au concours a été un échec, malgré un an de travail intensif, mais en fait peu organisé. Terriblement déçue, mais pas découragée, j'ai pris une année pour me préparer de façon plus méthodique et retenter ma chance. 3 ans après le début de ce périple, c'est finalement vers la dentisterie que le destin m'a conduite. Lorsque les résultats sont tombés,
Finalement, peu importait que ce soit un dentaire ou médecine. L'important, c'est que j'avais sécurisé mon futur. En découvrant que mon parcours serait dans la dentisterie, je ne me préoccupais alors guère du salaire d'un dentiste. Je n'avais pas d'idée précise de ce que cela impliquait. Avec le recul, je me demande si l'argent est une sorte de boussole invisible qui guide nos choix professionnels sans même que nous en ayons conscience. Comment les expériences de notre enfance influencent-elles notre rapport à l'argent ? Dans quelle mesure ces premiers souvenirs financiers ont façonné ma manière de voir ma carrière et ma pratique en dentisterie ? Je vous propose de venir avec moi explorer ces questions en revisitant mon enfance et mes années d'études, des moments clés qui ont vraiment destiné ma relation avec l'argent et orienté mes choix de vie. J'ai grandi dans un environnement privilégié où je n'ai manqué de rien, et j'ai même été plutôt gâtée. Cependant, mes parents, tous deux issus de milieux modestes, m'ont inculqué des valeurs telles que l'honnêteté et le respect de chacun, quel que soit son milieu d'origine. Ni mon père ni ma mère n'ont fait d'études supérieures. Ils sont ce qu'on pourrait appeler des transclasses, un terme qui désigne ceux qui traversent et s'élèvent au-delà de la classe sociale de leur naissance. Ce concept, exploré en profondeur par Chantal Jacquet, philosophe française spécialisée en sociologie, met en lumière les défis et les dynamiques uniques que rencontrent ces individus. Mes grands-parents maternels étaient des immigrants italiens ayant fui leur pays natal pour échapper au régime de Mussolini. Du côté de mon père, mes racines sont également modestes. Mon grand-père, que je n'ai jamais connu, était sabotier, et ma grand-mère tenait un petit café dans leur maison, niché dans un magnifique petit village auvergnat. Après avoir passé son certificat d'études, puis un brevet industriel, et avoir travaillé comme ouvrier dans des entreprises locales, mon père a réalisé que le salariat n'était pas fait pour lui. Poussé par un fort désir d'indépendance, il a installé un atelier improvisé chez sa mère. Là, il a commencé par fabriquer des machines-outils sur commande, puis, guidé par son esprit d'entreprise, il a décidé de se lancer dans la fabrication de raccords en acier inoxydable. C'est en Algérie, lors de son service militaire, que mon père a rencontré un des frères de ma mère. Puisqu'il terminait son service avant mon oncle, il lui promit de passer donner des nouvelles à la famille. C'est ainsi qu'il a fait la connaissance de ma mère, Rina, une belle italienne blonde aux yeux bleus et timide, qui travaillait dans l'entreprise de son père, un immigré italien autodidacte. Après quelques années de fréquentation, ils se sont mariés, et 5 ans après la naissance de mon frère, alors que l'entreprise familiale commence à prospérer, j'arrive au monde. J'étais une enfant très sociable, joyeuse et il faut le dire aussi dépensière. L'argent me brûlait les doigts, comme le disait mon frère, qui lui, à l'inverse, était très économe. Ma mère espérait que je trouve un mari avec une bonne situation, afin que je puisse me consacrer à mes futurs enfants sans trop avoir à me soucier des questions financières et matérielles. Tandis que mon père, lui, me tenait le discours opposé. Fais des études et sois indépendante. N'ayant manqué de rien, ayant des parents qui avaient tout fait pour me mettre à l'abri du besoin, et étant de nature plutôt optimiste, parfois même insouciante, j'ai toujours eu tendance à dépenser plus que ce que j'avais. Corriger des habitudes prises pendant l'enfance reste un défi constant. La tension entre économiser et dépenser a souvent façonné mes décisions financières, reflétant ainsi la complexité des valeurs que j'ai reçues durant mon éducation. Après avoir obtenu mon baccalauréat, j'ai quitté ma petite ville de 8000 habitants pour m'installer à Clermont-Ferrand, me permettant ainsi de gagner un peu plus d'indépendance. Mon principal objectif était de réussir le concours pour construire l'avenir que j'imaginais. Financièrement, mes parents prenaient en charge tous mes besoins, ce qui était indéniablement confortable. Cependant, j'avais le sentiment que cette aisance ne me rendait pas vraiment service. J'ai souvent demandé à ma mère de m'apprendre à gérer un budget, mais elle insistait pour que je me concentre uniquement sur mes études, en disant que la gestion financière viendrait naturellement plus tard. Je pense pourtant qu'il est essentiel d'acquérir de bonnes habitudes financières dès que possible. Et j'aurais aimé avoir cette formation plus tôt. Malgré mes bonnes intentions, je n'ai pas réussi à m'organiser pour économiser de l'argent par moi-même, les études absorbant toute mon énergie. En arrivant en dentaire, je pensais naïvement intégrer une grande famille et bénéficier d'un compagnonnage qui me guiderait dans l'univers alors inconnu de la dentisterie. Malheureusement, ce n'a pas été vraiment le cas, du moins pas pour moi. J'ai rapidement réalisé que je ne partageais pas les mêmes codes que certains de mes camarades, notamment ceux issus de familles de notables, de médecins ou de dentistes. Bien que je disposais du capital économique nécessaire pour me fondre dans la masse, mon capital culturel et social était limité.
Ce concept de capital social, économique, culturel ou symbolique, que l'on doit au sociologue Pierre Bourdieu, m'était alors inconnu. Ce n'est que très récemment, au travers de discussions et de lectures, que j'ai commencé à le comprendre. Quoi qu'il en soit, je me suis toujours sentie entre deux mondes sans vraiment savoir pourquoi. Aujourd'hui, avec du recul et certaines clés de compréhension, j'attribue en partie cet inconfort à mes origines, mais il y a certainement d'autres explications. Un des moments les plus difficiles durant mes études a été lorsque j'ai dû redoubler ma 3e année de dentaire. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, car je devais seulement repasser une matière, ce qui représentait juste une matinée de cours par semaine. Ce redoublement a été une véritable douche froide, surtout de voir mes camarades, y compris mon petit ami de l'époque, qui est aujourd'hui mon mari, avancer sans moi. Ce fut un coup dur pour ma confiance, et même aujourd'hui, le souvenir de cette période suscite une profonde amertume envers les enseignants qui m'ont imposé cette sanction disproportionnée. Dès le début de mes études en dentaire, après le concours, j'ai ressenti que nous étions rapidement évalués et catégorisés par les étudiants des promotions supérieures. Ils nous jugeaient selon notre apparence, notre goût pour la fête et l'alcool, et notre capacité à nous intégrer dans des groupes sociaux privilégiés. Personnellement, je n'ai jamais aimé l'idée d'être étiquetée ou de me limiter à un seul cercle social. J'apprécie la liberté de côtoyer qui je veux, peu importe son milieu. Cette indépendance m'a parfois isolée et a rendu ma quête de place à la faculté plus complexe. J'allais aux soirées, je participais aux événements, mais je n'appartenais jamais vraiment à un groupe spécifique. Ce qui, à certains égards, a fait de mon parcours universitaire un chemin peut-être plus solitaire. L'argent est resté un sujet assez flou tout au long de mes études. Quelques enseignants libéraux tentaient de nous sensibiliser sur le fameux rattrapage d'URSSAF, et nous avions peut-être quelques cours de gestion au cabinet en 6e année, mais rien de très concret. Une poignée d'étudiants se battaient pour accéder au service d'implantologie, un domaine réservé à une élite, majoritairement masculine, et cherchaient à se positionner dans les grands cabinets du centre-ville. D'autres, comme moi, attendaient simplement la fin des études avec impatience. Le seul conseil marquant que j'ai reçu concernant l'argent m'a été donné par un dentiste en chirurgie que j'admirais beaucoup. Alors que je l'observais travailler, il m'a partagé une phrase qui m'a marquée. « Ne travaille pas pour l'argent, mais si tu fais bien ton travail, l'argent suivra. » Récemment, en discutant avec un ami professeur à l'université de Toulouse, j'ai été amenée à réfléchir sur le rôle exact de l'université dans notre formation de dentiste, notamment en ce qui concerne la gestion de cabinet. Traditionnellement, l'université nous prépare avant tout à être des soignants, ce qui correspond à notre mission première. Cependant, dans le cadre du système capitaliste actuel, nous sommes souvent poussés à endosser également le rôle de chef d'entreprise. Cette réalité crée une tension importante entre notre désir de fournir des soins éthiques et la nécessité de gérer une pratique rentable. C'est pourquoi je me questionne sur la mesure dans laquelle l'université devrait prendre en charge cet aspect de notre formation, surtout lorsque l'on considère que le modèle libéral, bien que prédominant avec plus de 80% de la profession, n'est pas l'unique voie. L'émergence des centres de soins et l'attrait croissant des nouvelles générations pour le salariat me semblent remettre en question les paradigmes traditionnels. Mon sentiment est que cette dichotomie souligne un problème systémique qui ne peut être résolu sans repenser notre système de soins de santé. D'autant que le manque perçu de formation en gestion au sein de l'université fait le jeu des formations privées et des coachs qui exploitent cette lacune en proposant des solutions prétendument idéales. Ces acteurs, utilisant souvent des techniques commerciales parfois agressives et peu scrupuleuses, promettent aux dentistes de travailler moins pour gagner plus, en rationalisant et optimisant leur activité. Ce sujet, qui mérite une attention particulière, pourrait bien faire l'objet d'une série à part entière, visant à explorer ces pratiques et leur impact sur la profession. Quoi qu'il en soit, il est crucial de questionner si nos formations actuelles et les structures en place permettent réellement de concilier éthique médicale et viabilité économique. Sans une réforme significative du système, trouver l'équilibre entre une pratique équitable et l'accès universel aux soins dentaires me semble rester un défi majeur. Ce thème complexe du rôle de l'université dans l'enseignement de la gestion financière d'un cabinet dentaire mérite une exploration approfondie et je compte bien y revenir dans cette série. En réfléchissant à mes propres défis et à ce que j'ai appris sur la gestion financière pendant mes études dentaires, je me suis demandé comment les nouvelles générations naviguaient dans ces eaux. C'est pourquoi j'ai décidé de parler avec Léna, une jeune collaboratrice qui a rejoint notre cabinet il y a peu.
Ces perspectives fraîches pourraient éclairer comment les attitudes et les enseignements autour de l'argent en dentisterie ont pu évoluer ou rester les mêmes. Alors du coup, moi, je viens plutôt d'un milieu modeste. J'ai été élevée à la campagne, donc mon papa est toujours agriculteur. Ma maman était préparatrice en pharmacie, mais récemment à la retraite. Je dirais que j'ai pas réellement reçu d'éducation financière. Alors après, j'ai bien sûr la connaissance de la valeur de l'argent, mais j'ai jamais dû me débrouiller seule pour financer mes études, donc payer mon logement étudiant. Enfin, je voyais certains étudiants qui sont obligés de le faire parce qu'ils n'ont pas leurs parents derrière eux. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais eu à faire, donc je trouve ça énormément chanceux. Et je les remercie d'ailleurs pour ça. Mais d'un autre côté, je pense que ceux qui ont dû se débrouiller par eux-mêmes, finalement, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus autonomes, et que ce soit dans la gestion administrative ou même financièrement. Et du coup, c'est pas vraiment mon cas. Et avant d'intégrer la fac, avant même de faire ce choix-là, toi, tu te faisais quelle image du dentiste? Est-ce que tu avais une représentation du dentiste et justement corrélée à l'argent? En fait, moi, j'ai toujours entendu qu'un dentiste gagnait bien sa vie. Et du coup, je savais très bien que c'était un métier confortable, on va dire. Est-ce que toi, tu parles facilement d'argent en famille, avec tes amis et après avec les patients? Parler d'argent avec mes parents, donc ça, oui, sans souci. Avec mes amis de fac aussi, puisque du coup, on se dit un petit peu quels chiffres on fait, etc., pour savoir comment on se situe, etc. Donc ça, c'est des questions qu'on aborde et des sujets dont on aime parler. Et avec mes parents, vraiment, ça me dérange pas. Par contre, il y a des personnes de mon entourage, hein, que ce soit ma famille un petit peu plus éloignée ou autre, qui ont tendance des fois à me demander frontalement combien je gagne. Et ça, c'est une question qui me met extrêmement mal à l'aise. Donc j'essaye toujours de tourner un petit peu autour du pot, de rester plutôt évasive. Et en fait, ça me gêne dans une certaine sorte, parce que ces personnes qui me demandent sont souvent aux alentours du SMIC, avec des métiers où il faut travailler le week-end ou tard le soir. Et du coup, ça me met hyper mal à l'aise de leur dire combien je gagne, en sachant que moi, j'ai plutôt un train de vie confortable, puisque je travaille 4 jours par semaine. Donc du coup, ça me met hyper mal à l'aise de répondre à ce genre de questions avec eux. Après, avec mes confrères, maintenant ça va un peu mieux, mais je trouve ça un peu délicat. Par exemple, quand j'étais encore dans mon cursus, j'ai jamais osé demander aux dentistes dans les cabinets où j'ai pu faire des remplacements, où j'ai pu faire des stages, ce qu'ils gagnaient, parce que moi je pensais que c'était vraiment un sujet tabou qu'il fallait pas aborder en fait. Et du coup, j'ai commencé ma carrière totalement dans le flou, sans savoir vraiment combien j'allais pouvoir gagner par mois. Et après, la question d'argent avec les patients, ça, c'est un sujet qui est beaucoup plus délicat pour moi. J'ai du mal à annoncer les sommes qui sont à plus de 3 chiffres, donc ça va vite. Et pour le coup, au cabinet, c'est vrai que nous, on a une secrétaire qui donne les devis, qui fait les encaissements. Donc, je parle peu d'argent avec eux. Et franchement, ça m'arrange, même si j'avoue qu'il y a un côté un petit peu lâche derrière. Si un patient, justement, tu commences à lui dire, je vais vous faire un devis, et qui te pose la question de combien ça va me coûter, ou est-ce que ça va être cher, ou enfin, qui commence lui à vouloir aborder ce sujet, tu vas réussir à en discuter ou tu vas faire comme, tu vas contourner aussi la question? Alors, je pense qu'au départ, je vais un petit peu bafouiller parce que ça m'arrive rarement, mais voilà, des fois, ça me prend de court. J'ai tendance à essayer de mettre dans le devis des actes qui sont soit en RAC 0, soit en RAC maîtrisé. Et du coup, je dis un peu à voix basse la somme du devis, mais je dis, vous inquiétez pas, il y a une grosse prise en charge par la sécurité sociale et surtout par votre mutuelle. Donc là, voilà, c'est à vous après de voir à côté avec la mutuelle, mais bon, vous serez bien remboursé, etc. Après, ça m'a joué plus ou moins des tours parce que finalement, il y a certaines mutuelles qui sont plus ou moins généreuses, entre guillemets.
Et là où je pensais que certains allaient être bien remboursés, finalement, l'ont pas été. Donc, ça m'est un petit peu retombé dessus après derrière. Mais effectivement, c'est des questions auxquelles j'aime pas vraiment répondre. Donc, bon, voilà, c'est toujours un petit peu délicat. Donc toi, est-ce que ces questions d'argent, elles peuvent être source de stress dans ton quotidien et surtout dans ta relation aux patients? Alors oui, je dirais que c'est une source de stress parce que surtout quand il y a des choses qui sont pas du tout prises en charge, parce qu'en fait j'ai l'impression que, enfin, je me dois d'avoir un résultat irréprochable si la personne elle n'est pas remboursée derrière. Du coup, c'est vrai que ça met une pression en plus. Ou alors quand on a des gros plans de traitement à gros chiffres, même si on fait du RAC 0 ou du RAC maîtrisé et que finalement le patient ne va pas avoir beaucoup à donner de sa poche, il voit quand même la somme sur le devis. Il faut que ce soit irréprochable, quoi. C'est comme si je me sentais pas légitime de ce que je facture, enfin de ce que j'allais facturer, et j'ai souvent l'impression que ils pensent en fait que je me fais de l'argent sur leur dos, et ça c'est vraiment, enfin ça me met mal à l'aise et ça me met vraiment une pression en plus. Donc je me dois toujours d'être irréprochable et de faire le mieux possible. Est-ce que tu penses qu'on pourrait être mieux préparé sur ces questions d'argent pendant nos études? Alors c'est sûr qu'à la fac, on n'est pas du tout préparé à l'aspect financier de notre métier. Ce serait vraiment bien d'avoir plus de formation là-dessus. Dans tout ce qui est gestion, c'est plutôt compliqué. On n'est pas du tout formé à la fac parce qu'il faut bien se dire qu'en fait, on passe d'un étudiant qui gagne, allez, 300 € par mois avec son externat à des salaires d'en moyenne au début, on va dire 4 000 €. Le fossé est énorme. Et en fait, je pense qu'on peut vite tomber dans des travers et tenter de dépenser sans compter parce que voilà, on arrive d'un seul coup, on a des grosses sommes qui tombent. Et du coup, je trouve qu'on n'est pas assez prévenu sur bah, ce qu'on doit mettre de côté tous les mois pour payer les charges sociales, les impôts, etc. Nous, on a eu quelques profs qui nous ont dit, bah, faites attention, mettez à peu près 50% de côté tous les mois. Mais ça a été des discussions de couloir, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que, en fait, on se fait nos propres expériences, soit quand ça nous tombe sur le nez et qu'on l'a pas vu venir, soit parce que un tel nous a dit ci, un tel nous a dit ça, mais des fois il y a différents sons de cloche. Tout ce qui est administratif autour aussi, ouvrir un compte professionnel, les différentes démarches quand on commence à travailler. Il y a plein de sujets de la vie d'un nouveau dentiste qui commence à travailler en libéral qu'on n'aborde pas suffisamment, et en fait on se retrouve un peu plongé dans le monde du travail avec tout ce qu'on nous demande de gérer à côté, et en fait on se rend compte que c'est plutôt complexe tout ça. Il faudrait nous permettre, je pense, hein, lors de notre première année d'exercice, d'accéder à des formations de la documentation sur de la gestion de notre argent, du patrimoine et les placements intéressants. En fait, c'est des choses que moi j'entends à droite à gauche, mais qui nous sont pas expliquées. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que, en fait, notre métier, bien sûr, c'est soigner des patients, soigner des dents, remplacer des dents, etc. Mais il y a tellement une grosse partie, que ce soit comptabilité, administratif, gestion d'argent. Pour moi, ça représente presque, allez, je vais dire un tiers en fait de notre métier, tout ça. Et on n'est pas du tout préparé. En dernière année, on a 3 heures de cours dessus, alors que c'est quelque chose qui est hyper important et que, à mon sens, si on est mal préparé et mal accompagné, ça va détériorer notre qualité de vie et finalement nos premiers pas dans ce métier. Parce qu'en fait, on voit ce côté un peu barbant, hein, on va pas se le cacher, de tout ce qui est administratif, gestion, placement. Et comme on est mal préparé, on y passe beaucoup plus de temps. Et du coup, c'est vrai que ça rend notre métier beaucoup moins cool que ce qui paraissait avant, en fait. Et toi, est-ce que tu te mets la pression ou est-ce que tu te l'es mise au début? Est-ce que tu continues de te mettre la pression en termes de chiffre d'affaires? Est-ce que, par exemple, tu t'entends des copains de promo, voilà, t'entends des chiffres passer, circuler,
Et est-ce que ça te met une forme de pression pour essayer d'arriver au même chiffre d'affaires? Euh, alors par rapport au chiffre d'affaires, effectivement, il y a un peu de pression. Alors au début, je dirais pas qu'il y en avait parce que j'étais tellement dans le flou que en fait j'attendais de voir le premier mois ce que ça donnait, le deuxième. En fait, moi ce que je voulais c'était augmenter un peu tous les mois. Et c'est vrai que là où j'ai un peu plus de pression finalement, c'est en discutant avec mes amis de fac. Et certains font des chiffres que je trouve assez exorbitants. Et là, je suis pas du tout à ce niveau-là. Alors, j'essaye de me rassurer en me disant, là, ce que tu fais, ça te va bien. Et en plus, tu as vraiment un rythme de travail qui est super cool, 4 jours semaine, une assistante. Enfin, vraiment, j'ai des conditions de travail qui sont vraiment optimales. Et du coup, en fait, la pression du chiffre, je l'ai plus vraiment parce que pour moi, la qualité de travail est bien plus importante que le chiffre qu'on va faire. Enfin, je préfère faire peut-être un peu moins de chiffres, mais être bien dans mon travail et pas être stressée que chercher à toujours augmenter le chiffre, courir après. Et là, pour moi, c'est aller se jeter dans un ravin. Parce que pour moi, c'est là où tout va s'enchaîner, on va rentrer dans une course un peu effrénée, et au bout d'un moment, on va arriver au bord de la falaise, et ça va être le moment où c'est trop tard. Mais du coup, j'ai pas vraiment la pression, mais c'est vrai que je regarde souvent, même mes chiffres à la journée ou autre pour voir un petit peu combien je fais et surtout maintenant le challenge c'est d'augmenter un petit peu mais surtout de rester à peu près stable mais c'est pas une pression en tout cas. Et est-ce que pour toi, le chiffre d'affaires, c'est révélateur du niveau de compétence et de la qualité d'un praticien? Bien sûr, je pense que avec les années d'expérience on travaille plus vite, tout en ayant la même qualité voire mieux, du coup forcément on augmente son chiffre mais après là, je compare avec mes amis de fac qui sont diplômés depuis 1 an et qui ont des chiffres, j'ai l'impression que c'est des chiffres de dentistes qui ont 50 ans. Là, je me pose des questions. Si vraiment, c'est pas du soin à la chaîne, comment ça se fait que qu'ils fassent le double de mon chiffre d'affaires à moi? Enfin, voilà, là, il y a plein de questions qui se posent. Et c'est vrai que pour moi, c'est plus ou moins révélateur. Mais en fait, ça va dépendre des activités qu'il y a à côté. S'il y a de l'implantologie, si le praticien est spécialisé dans, dans une discipline, en fait, ça va dépendre. Ça, forcément, ça va faire augmenter le chiffre d'affaires. Mais pour un praticien de base, faire des gros chiffres, pour moi, c'est un peu révélateur du travail à la chaîne et de la surfacturation plutôt aussi. Enfin, de la surcotation, des choses qui sont cotées, qui devraient pas l'être. Et enfin, il y a eu pas mal de problèmes là-dessus, hein, sur des dentistes qui facturent des soins qu'ils n'ont pas fait juste parce que ils l'ont vu sur la radio. Enfin, il y a déjà eu plusieurs problèmes comme ça, et c'est vrai que on a toujours tendance à avoir un petit côté frauduleux du dentiste qui va vraiment faire beaucoup de chiffres sans forcément avoir une activité à part entière à côté. Enfin, c'est un peu la question que je me pose pour certains de mes collègues du coup, mais on en vient à se poser effectivement la question du pourquoi il a un chiffre d'affaires comme ça, alors que moi j'ai l'impression de faire mon travail correctement et j'ai la moitié de cette somme-là. Donc, effectivement. Et toi, tu as pu te poser cette question, mais est-ce que dans ton entourage de confrères, consoeurs de la même génération, tu as l'impression que certains se sont directement orientés vers certaines disciplines dont on parlait, implantologie esthétique, plus par attrait du chiffre d'affaires à la clé que par intérêt pour la discipline? Oui, moi j'ai cette impression-là. Enfin, j'ai certains exemples, par exemple dans ma promotion, où directement ils se sont penchés sur tout ce qui était implantologie, esthétique. Enfin,
des disciplines qui aujourd'hui sont les plus rémunératrices pour moi dans notre métier et qui sont tombées dans des gros cabinets avec beaucoup de pubs sur les réseaux, etc. Donc pour moi, il y a vraiment un côté business derrière. Bien sûr, hein, il y a un côté de soin, forcément. On veut la meilleure chose pour notre patient, etc. Mais je trouve qu'il y a vraiment un côté financier. Enfin, je trouve que ce côté financier ressort beaucoup plus sur ce type de profil-là, du coup. Enfin, l'attrait de l'argent. C'est la fin de ce premier volet de la série Mon voyage à travers l'argent en dentisterie. Dans 2 ou 3 semaines, si tout va bien, vous découvrirez le 2e épisode dans lequel nous partirons avec Anne-Charlotte Bas, directrice du département d'odontologie de Rouen, à la recherche des racines de notre système de soins. Merci à Léna, merci également à Camille Covès qui a réalisé l'illustration, à Maxime Wathieu pour la composition musicale et bien sûr à Pauline Bussy pour le montage. N'oubliez pas, votre feedback est crucial pour moi. Si vous avez des questions, des commentaires, des idées de sujets pour les prochains épisodes, faites-le moi savoir via la messagerie. Je vous ai mis le numéro dans le descriptif de l'épisode. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode.